Alors, je vais essayer de porter ma voix suffisamment pour que tout le monde m'entende. Est-ce que c'est le cas au dernier rang? C'est bon? Ok, très bien. Alors, comme Sébastien l'a dit, je m'appelle Léna Ray. Je viens de sortir un livre sur le wokisme. Ça, vous le savez. Mais en même temps, tout me prédestinait à écrire ce livre et en même temps, rien. Alors, déjà, première parenthèse, excusez-moi, mais je vais passer pas mal de temps sur mon écran, les yeux rivés sur l'ordinateur. Alors, je sais que normalement, ça ne se fait pas et que je préférerais aussi pouvoir avoir le contact visuel, même avec chacun de vous. Simplement, pour moi, les mots sont importants. Je les ai choisis et j'aimerais justement pouvoir m'y tenir tout au long de cette conférence. Excusez-moi également parce que finalement, je me rends compte du paradoxe. Vous allez voir que je suis passablement contre les écrans, mais que pour faire passer mon message, je suis obligée de les utiliser, ainsi que les outils comme celui de ma première slide que vous voyez là à l'écran, qui me représente, mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu à des images comme ça d'affiches de propagande. Ça n'en est pas, mais voilà, donc l'image que vous voyez est faite par l'intelligence artificielle et d'autres slides le sont également. C'est vrai que les outils modernes, bien voilà, je les utilise quand même. Alors, je dis rien ne me prédestinait à écrire ce livre parce que bon, j'avais envie depuis longtemps d'écrire, mais au début, j'avais plutôt imaginé que ce serait un roman autobiographique qui parlerait de racisme anti-blanc. Et oui, puisque ça existe aussi, même si certains prétendent le contraire. Comment, fille d'une mère blanche et d'un père noir, je me suis retrouvée seule avec ma mère. Je pensais aussi parler de violence conjugale, de manipulation, de situations qui auraient pu me tuer, mais dont j'ai décidé de tirer des leçons et avancer car je ne suis pas une victime. Et j'insiste sur ce mot, c'est très important. Dans le sujet du wokisme, on va y revenir, il y a une tendance à la victimisation. Alors, rien ne me prédestinait à écrire ce livre non plus, parce que je n'ai pas étudié à l'université la sociologie, la philosophie, et que je n'ai pas rendu de thèse de doctorat sur, par exemple, quand l'utérus opprime, pour une abolition radicale de toute forme d'essentialisation ovarienne dans un cadre intersectionnel, décolonial et végano-queer, dépasser l'hégémonie cisbiologique pour une gestation solidaire et inclusive des corps en lutte. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Mais pourtant, ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait retrouver dans le jargon woke. Alors, j'ai côtoyé quand même énormément d'hommes durant ma carrière. Je connais les médias de l'intérieur, je sais comment fonctionnent les journalistes, quel rôle ils jouent dans la fabrication de l'opinion. Et ils ont un côté donneur de leçons pour le bien commun. Je connais aussi ceux qui travaillent tous les jours dans le réel, qui sont confrontés à la détresse, à la mort, mais qui tiennent bon pour défendre un socle de valeurs, un semblant de civilisation, malgré ce qu'on pourrait qualifier d'ensauvagement, dont nous sommes tous coupables d'une certaine manière. Alors je parle surtout de la police, mais aussi des piliers de la protection de la population dont j'ai porté plusieurs uniformes, comme vous pouvez le voir. Et j'ai été initiée à certaines bases de la psychologie durant la formation de policier, puis pour la protection civile, j'ai été engagée durant le Covid pour veiller au bien-être psychologique des hommes mobilisés dans les hôpitaux. Et ce qui revenait tout le temps, c'est le problème des écrans. Alors, je ne sais pas si nous avons toujours été écoutés, mais notre prescription, c'était pour ceux qui souffraient le plus d'anxiété, d'arrêter de regarder les informations. En tout cas, ceux qui l'ont fait nous ont confié aller mieux sans. J'ai plus tard pris la parole contre l'octroi de plus de financement par l'État pour les médias, afin de leur permettre d'être un peu plus libres de penser, plutôt que nous servir tous la même litanie. Le Conseil fédéral a dit que, le Conseil d'État a dit que, mais aussi l'Université de Genève a dit que, puisque récemment j'ai obtenu un certificat en études genre et j'ai pu voir que sur ces questions-là, on nous sert telle quelle la soupe enseignée sans la remettre en question non plus. Être journaliste, ce serait être porte-parole du pouvoir en place. Et le jour où la bascule repartira de l'autre côté, ils retourneront probablement leur veste. En attendant, on a droit à des articles dithyrambiques lorsque sort un film qui déborde de scènes de sexe, qui mettent mal à l'aise le public, qui n'est pas venu voir un film pornographique. Mais comme les dites scènes représentent du sexe entre hommes, le journaliste se sent la mission de clamer à quel point c'est formidable, une intensité charnelle sublime, ou encore le film trouve ses plus belles scènes dans les moments de sexe entre William et Eugène.
Mais on a droit par contre à du fast-checking lorsque c'est un personnage controversé, comme Oscar Freisinger qui est interviewé. Bref, eh bien, maintenant que nous avons déjà identifié 2 facilitateurs dans l'implantation du wokisme, les médias et les écrans, réseaux sociaux, etc., je voulais vous proposer une expérience. Se débarrasser le temps de la conférence de nos écrans de poche qui nous coupent des autres, accaparent notre attention, éclatent les familles et endoctrinent. Mais pour des questions de logistique, vous êtes tellement nombreux ce soir et ça fait plaisir, qu'il aurait fallu un responsable vestiaire qui distribue des tickets. Alors je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas après qu'il y ait confusion et des téléphones égarés. Alors avant de vous expliquer pourquoi j'incrimine autant les écrans, je vais vous expliquer ce qu'est le wokisme selon moi. Alors est-ce qu'il y a des gens dans cette salle pour qui le terme reste flou ? Je ne vous demande pas de prendre la parole, juste de lever la main si ce n'est pas tout clair. Et puis, comme ça me permet de jauger un petit peu. 3, 4 personnes. Non, ça va y aller. Alors, globalement, ça veut dire que le terme est bien compris. C'est vrai que c'est un terme, en général, assez difficile à définir. Il reste, pour beaucoup de gens, encore flou. Donc, je suis contente que dans la salle, ce ne soit pas le cas. Et certains se sont essayés à offrir une définition au wokisme, mais en fait, c'est impossible d'en trouver une qui fasse consensus. Je vais là vous livrer celle à laquelle je suis arrivée dans mon livre. Le wokisme est comme une hydre. Il évolue et grossit ses rangs de nouvelles causes au gré des tendances. Ses contours ne sont pas définis, il s'agit d'un concept aussi fluide que versatile. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un mouvement, mais d'une coalition de causes. L'hydre a fini par avoir tellement de têtes qu'elle n'en reconnaît plus certaines. Et pour ceux qui rejettent l'appellation woke, je propose de parler de guerrier de la justice sociale avec un godemichet à la place d'une épée, puisque la plupart des revendications woke se situent en dessous de la ceinture. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le mot a été utilisé pour la première fois dans les années 1930 aux États-Unis, dans le contexte des luttes afro-américaines pour les droits civiques. Il est dérivé du verbe anglais to wake, se réveiller, et était utilisé à l'origine pour signifier être éveillé, donc être conscient des injustices. C'est en 2014 qu'il a ressurgi en force avec le mouvement Black Lives Matter, où il a pris une dimension plus large. Alors, tout d'abord pour dénoncer le racisme, puis d'autres formes de discrimination, comme le sexisme. Et depuis, l'usage du mot s'est propagé en Europe et est devenu celui qu'on connaît. Certains le voient partout, d'autres le trouvent déjà mourant et ont l'impression que le phénomène s'essouffle et donc qu'il n'est pas nécessaire d'en faire tout un fromage, surtout si on a de la peine à digérer le lactose. Mais on ne disparaît pas comme ça et hélas, les zizissas ne poussent pas comme des champignons. On ne fait pas disparaître ce qui nous dérange simplement en l'évoquant, contrairement à ce que les woke s'imaginent. Mais selon moi, si certaines personnes nient l'existence du wokisme, c'est parce que c'est un symbiote capable de fusionner avec son époque. Son polymorphisme lui confère une invisibilité adaptative. Le poulpe mimétique, par exemple, est capable de changer de couleur et même de texture pour se fondre parfaitement dans son environnement. Ainsi, sa présence étant pratiquement indétectable, il se protège des prédateurs. Et si le wokisme ne veut pas prêter le flanc à la critique, il a tout intérêt à se fondre dans la norme, voire devenir la norme. À l'image du symbiote, le wokisme s'est infiltré dans les structures sociales et culturelles de manière presque imperceptible. Il s'est intégré à notre quotidien, influençant subtilement les comportements, les discours, les institutions, et c'est là toute sa force, réussir même grâce à l'inversion accusatoire à faire passer tout opposant pour malveillant. Plutôt que vous faire une longue énumération des espaces où se diffuse le wokisme, courrier de l'État, responsable diversité et inclusion en entreprise, séries Netflix, festivals subventionnés, je vais me concentrer ce soir sur le wokisme dans la presse et dans la littérature enfantine. Voici quelques exemples d'articles. Alors, pour ne pas passer trop de temps, j'en ai sélectionné 2. Vous en aurez d'autres qui vont venir au fil de la présentation. 2 articles que nous devons à la RTS. Vous pouvez voir féministe contre masculiniste. Le fossé entre jeunes femmes et hommes est plus complexe qu'il n'en a l'air. Alors, que nous dit cet article ? Eh bien, que les récentes élections en Allemagne ont une nouvelle fois montré un fossé entre les jeunes femmes très progressistes, elles sont gentilles les femmes, et les jeunes hommes attirés par la droite et l'extrême droite. Attention, mais loin des idées reçues, la jeunesse n'est pas homogène et n'est ni woke, ah bon, ni réac, elle est plurielle. Sinon, autre exemple, RTS toujours, podcast, est-ce que tout le monde a un genre ? Et là, par qui commence-t-on ?
par le méchant président des États-Unis, Donald Trump, qui a déclaré la guerre à ce qu'il appelle l'idéologie du genre. Parmi les victimes de cette offensive, les personnes trans et non-binaires. Analyse dans le point J qui revient sur le concept de genre avec Sébastien Chauvin, professeur associé au Centre en études genre de l'Université de Lausanne. Et maintenant, on va prendre quelques exemples d'ouvrages en libre accès pour les enfants. On les trouve en bibliothèque. Alors, j'en ai montré à une collaboratrice du département de l'instruction publique en lui disant, choquée, mais regarde ce qu'on trouve dans les bibliothèques, c'est pas possible. Elle m'a répondu ne pas être étonnée car dans son département, on trouve plein de ce type d'ouvrages. Alors, je vais vous présenter quelques livres que vous pourrez ensuite feuilleter à votre guise à l'issue de la conférence. Ce sera plus simple. Mais là, vous en voyez un, par exemple, avec, en fait, il y a un code couleur. Ce code couleur dit que ce livre est pour les enfants de 1 à 3 ans. Donc, on commence très tôt à s'intéresser à la question. Qu'y a-t-il pour les enfants de 1 à 3 ans? Alors, on y va mollo, mais simplement, on leur dit, voilà, les deux mamans. Donc, on leur présente un modèle familial que peut-être ils n'auraient pas entendu autrement que grâce à ce livre, mais il faut leur en parler très tôt. Nous avons Anatole qui ne séchait jamais. Cette fois-ci, c'est un livre pour les enfants de 4 à 7 ans. Il y a beaucoup de livres, surtout pour cette tranche d'âge, donc ceux que j'ai sélectionnés. Alors en fait, Anatole est très malheureux. C'est sa sœur qui nous raconte que son petit frère de 4 ans aimerait porter des robes et des colliers et que c'est pour ça qu'il est malheureux et qu'il passe son temps à pleurer. Puis elle a fini par s'en rendre compte, sensibiliser le papa et ça a permis à Anatole finalement d'aller mieux. Nous avons Heureux. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un animal qui devrait se marier. Alors, je crois que c'est un... J'ai un doute si c'est un taureau. En fait, il devrait se marier, il est le prince, et épouser donc une vache. Et apparemment, ça ne l'intéresse pas. Alors, son père finit par faire preuve de beaucoup d'ouverture et lui dit tu peux épouser une autre espèce, peut-être une ânesse. Je ne me souviens plus des animaux qui sont présentés, une truie. Et puis, à la fin, on découvre que non, c'est parce qu'il est amoureux d'un autre mâle. Et puis, c'est accepté. Nous avons Julian est une sirène. Oui, après tout, on peut nier la réalité. Pourquoi ne serions pas des sirènes ou nous pourrions aussi être, je ne sais pas moi, des Smarties? Pourquoi pas? En tout cas, dans ce livre-là, nous avons l'intersectionnalité qui est représentée, à savoir une double minorité. Non seulement Julian est une sirène, mais en plus, Julian est de couleur et sa bonne mama, sa grand-mère qui est une femme africaine ou afrodescendante, je ne sais pas, mais je devrais dire racisée, eh bien, au début, nie, non, mais Julian, tu n'es pas une sirène. Et puis après, il se déguise et elle voit à quel point il est magnifique avec ses couleurs. Et elle reconnaît, elle dit, oui, d'accord, allons parader. Nous avons Christelle et Crioline, c'est comme le livre Heureux. Cette fois-ci, c'est une histoire d'une petite grenouille femelle qui tombe amoureuse d'une autre petite grenouille femelle. Alors, La fête des deux mamans, un peu comme le premier livre que je vous ai présenté, simplement qu'il s'adresse au public un peu plus âgé, justement les 4-7 ans. Là, ça devient très intéressant puisque c'est Zaza, Queen de la bibliothèque. Alors, Zaza, Queen de la bibliothèque, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui parle des lectures de contes qu'on fait pour les enfants, qui sont présentés par des drag queens. Alors justement, les drag queens ont une sélection de livres exactement comme ceux que j'ai là. Moi, j'ai découvert Julian est une sirène, justement en assistant à une de ces lectures de contes par des drag queens pour des enfants en très bas âge. Eh bien, on leur propose aussi des livres pour en parler. Papita est intéressant, mérite aussi qu'on l'ouvre et qu'on regarde ensemble parce que ça commence comme ça. Ma mamie est morte, c'est un peu triste, mais pas vraiment non plus. Non, choquant quand même. Hein. Je ne la connaissais pas super bien et elle n'était pas si gentille. Alors quand elle est morte, je n'ai rien senti. Ça continue. Par contre, il s'est passé un truc incroyable. Papy est devenue Papita. Le jour où elle est venue à la maison avec sa robe verte et son chapeau assorti, maman a dit « Mais pourquoi la reine d'Angleterre est-elle dans le jardin ?» C'était Papita. Et puis le dernier exemple, c'est Lady Papa. Voilà.
Je pense que la couverture parle d'elle-même et se passe de commentaires. Donc, vous avez tous ces livres qui sont là sur la table et vous pourrez venir les feuilleter. Voilà, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir, mais vu les réactions dans la salle, je pense. Alors là, c'est le livre OVNI. Je n'ai pas pu l'amener physiquement ici parce qu'il n'était pas disponible. Donc là, je voulais absolument vous le présenter. Je le mentionne dans mon essai et il a été donc emprunté. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui lisent ça à leurs enfants. Ce livre vise les enfants dès 4 ans et est présenté ainsi. Une succession de tranches de vie partagées par une mère célibataire et sa fille, racontées avec naïveté et simplicité par cette dernière. Des moments de tendresse ordinaire, câlins, bisous du soir, sorties au square, succèdent à d'autres qui le sont beaucoup moins. Rave, vernissage, performance artistique, manifestation féministe. Alors, désolée pour la qualité de l'image que je vous projette, mais voici la page que je voulais absolument vous montrer. Alors, vous voyez, il y a des gens tout nus, hein, et la petite fille est là, et elle voit ça. Donc, dans les tranches de vie de cet enfant, il y a les amis de sa mère qui se travestissent, mais il y a aussi les amis de sa mère qui se dévêtissent devant elle. Alors, on peut se demander franchement, quel est le message qu'on veut faire passer aux enfants ? Alors, on construit l'homme nouveau en déconstruisant l'enfant dès le berceau. On fait exploser la famille nucléaire et toutes les bases éducatives parce que frustrer son enfant, c'est méchant. Tu veux une 3e glace ? Mais bien sûr, mon chéri. Tu veux couper ton zizi ? Oui, bah c'est bien, d'accord. Alors, dès aujourd'hui, je vais t'acheter des robes. Tu as eu une mauvaise note en mathématiques ? Ah, c'est parce que les maths, c'est raciste, tu as raison. On va écrire à la direction. Et ce qui est bien avec le wokisme, vous saisirez, je l'espère, l'ironie, c'est que souvent, ce sont ceux qui ont l'impression qu'on ne leur donne jamais la parole, qui ont enfin l'occasion de la monopoliser, grâce à leur nouveau statut de victime ou d'être supérieur, d'être éveillé, dénonciateur d'injustice. Du coup, ils se lâchent. Ce sont eux qui sont les plus enclins à s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils se rattrapent qu'ils sont si bruyants sur Internet. Alors, quand on pensait qu'Internet allait nous plonger dans l'ère de la connaissance, on se trompait. On est plutôt dans l'ère des vidéos de chats, déjà, et si ce n'est parfois carrément l'ère de la désinformation, de la cacophonie des frustrés, des hurlements des laissés pour compte, des revanchards qui doivent pouvoir faire entendre leur mécontentement pour l'évacuer et trouver un coupable à leur souffrance ou leur insignifiance. Et comme bon nombre des adultes d'aujourd'hui n'ont pas pris leurs responsabilités et ont la maturité d'un enfant avec la tolérance à la frustration qui va avec, le coupable est tout trouvé. Pour l'un, ce sera la faute à papa, il est méchant, il m'a grondé. Et pour les autres, eh bien, c'est la faute du patriarcat qui nous opprime. Et à côté de ça, il y a la majorité de la population qui vit aussi des mécontentements, qui n'est pas satisfaite du système en place, des politiciens, de son niveau de vie, de sa vie de couple, de sa vie sexuelle, mais qui se tait, qui ne fait pas étalage de sa misère parce qu'il se rend compte que ce n'est pas ça qui la solutionnera. Mais comme elle se tait, elle laisse justement plus d'espace aux bruyants que j'ai évoqués précédemment. Et cela crée l'illusion que le premier groupe est plus nombreux et donc permet de diffuser des idées biaisées. Ceci est allé tellement loin que certains se réveillent enfin. Le sociologue Gérald Bronner, par exemple, a lancé un cycle de conférences donné gratuitement à la Sorbonne, sorte d'université populaire pour développer son esprit critique. Bronner parle du paradoxe de l'information. L'accès illimité à l'information ne pousse pas à la rationalité, mais permet à chacun de trouver des données qui confirment ses préjugés. Selon lui, cette ère des vérités alternatives menace ce qu'il y a de plus précieux dans les sociétés humaines. Eh bien, c'est justement le fait de pouvoir être informé, éclairé, avoir une rationalité. Et j'espère vraiment que d'autres vont commencer à lui emboîter le pas et proposer ce genre de sujet. Alors, ce que nous avons de plus précieux, selon Bronner, pour citer exactement, c'est la possibilité du débat constructif. Et vous l'aurez remarqué, face au wokisme, le débat n'est pas possible et malheureusement, on n'est pas préparé au déferlement de haine qu'une simple question qui leur est adressée peut provoquer une simple opposition de notre part sur un sujet sensible pour eux. Et attention, leur sensibilité est exacerbée. Disons plutôt qu'ils ont l'offense facile. Alors, comme on n'est pas préparé, on se fait boxer verbalement, on les laisse prendre l'ascendant, nous faire passer pour des malpensants et à force, on n'ose plus rien dire.
Et comme au fond on veut la paix, on finit même par se ranger à leurs idées parfois. Après tout, peut-être réellement que le réchauffement climatique touche plus durement les personnes LGBT. Qui suis-je pour juger? Mais comme je disais, on commence à se réveiller et on se rend compte que ce ne sont pas les idées les plus rationnelles qui dominent l'espace public, mais celles qui suscitent le plus d'émotions et donc d'engagement. C'est le cas quand on parle de racisme, d'homophobie, de féminicide. Qui pourrait être pour ces actes odieux? Personne. Alors quand on les brandit et qu'on les utilise pour justifier de nouvelles formes de discrimination, on n'ose rien dire de peur de se faire accuser de soutenir une culture patriarcale, androcentrique, profondément maltraitante pour les minorités. La masculinité est devenue toxique et si vous voulez être accepté en tant qu'homme, aujourd'hui, en 2025, vous devez être un mâle déconstruit. Et moi, j'ai l'avantage de ne pas être un homme, de ne pas être blanche, d'être végétarienne en plus, et depuis toujours. Donc, je suis du côté des gentils. Alors, je n'ai pas crainte de me faire taxer d'être un violeur en puissance qui harcèle les femmes avec ses blagues sexistes et son regard baladeur. Et j'ose parler et dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas, et sans trop de peur de me faire taper dessus. Personne ne devrait avoir honte de son sexe, ni de son orientation sexuelle, ni de sa couleur de peau, ni de ses idées politiques, ni de sa religion, ni de son régime alimentaire. Et ce n'est pas faire preuve de progressisme ni de tolérance que de blâmer l'homme blanc hétéro cisgenre de plus de 50 ans dans un pays où ce profil représente une grande partie de la population, où ce profil a justement contribué à faire avancer la cause des femmes, voter des lois pour lutter contre la discrimination. Et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il ne peut pas exister une discrimination positive. Et ça n'existe pas. Ce serait une discrimination à deux vitesses. La discrimination est de la discrimination, qu'elle soit positive ou jugée négative. Donner un emploi à une personne juste parce qu'elle est noire ou queer ou parce qu'elle a une vulve, eh bien, ce n'est pas non plus acceptable. Ce n'est pas acceptable pour les mêmes raisons de lui refuser. Alors sinon, on arrive à la médiocratie. Je crois que personne n'aimerait savoir que le pilote de son vol long courrier a été engagé seulement parce qu'il est abrosexuel ou qu'il s'identifie à un lampadaire ou à une femelle tigre ou qu'il prétend être en couple avec la Tour Eiffel, même s'il était le plus mauvais de sa promotion, mais que pour des questions de diversité et d'inclusion, c'est ce qui manquait à la compagnie. Eh bien, il en va de même pour n'importe quelle institution, finalement. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est abrosexuel, parce que j'avoue que ce n'est pas un terme qui est très répandu, mais dans le domaine des études genre et ce genre de choses, on en parle, eh bien, abrosexuel peut se définir ainsi. Ceux qui ont une sexualité fluide, asexuelle parfois, monosexuelle d'autres fois, voire multisexuelle, et le changement peut se faire dans la même journée. Le matin, il peut être gay et l'après-midi, hétéro. Contrairement au Cluedo, dans le wokisme, il n'y a pas qu'un seul coupable. Et parfois, il travaille en enfilade, sans mauvais jeu de mots. Il faut passer par l'un pour accéder à l'autre, à savoir les écrans. Les écrans permettent de regarder des vidéos d'influenceurs qui disent qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien que depuis qu'ils ont commencé à prendre des hormones. Ce qui n'est évidemment pas vrai. De nombreux détransitionneurs pourraient en attester, mais eux sont même muselés par leur ancienne communauté. Et vu que les jeunes sont isolés, que depuis la pandémie, la tendance à vivre repliée sur son portable s'est accentuée, nos enfants regardent du porno de plus en plus hard, qui finit par les anesthésier, la normalité, et une scène avec seulement un homme et seulement une femme perd de l'intérêt et l'escalade dans la recherche de l'excitation prend des dimensions que vous ne soupçonnez même pas. C'est l'un des chapitres de mon livre. Il s'intitule « Porno-scène ». Alors là, vous devez vraiment vous demander, mais pourquoi on parle de pornographie dans le wokisme? Il y a une bonne raison. En fait, dans ce chapitre ce que j'aborde, c'est qu'un jeune homme hétéro et qui ne s'était jusque-là jamais posé de questions sur son identité de genre peut finir par se demander ce qu'il ressentirait s'il devenait une femme et vivait l'acte justement dans l'autre corps, dans l'autre rôle. Autrement dit, eh bien, s'il avait des organes féminins, il pourrait vivre une toute autre expérience et avoir de nouvelles sensations. Alors, l'un des premiers pas à faire pour sortir du wokisme se joue dans les foyers. On a trop tendance à laisser l'accès aux écrans. Donc, je reviens à ça et j'y tiens. C'est vraiment un message essentiel, c'est qu'on ne peut pas
laisser trop d'écran aux enfants, ça commence là. Les adolescents, on a tendance à lâcher la bride et les laisser avec les portables. On ne voit absolument pas ce qu'ils font et pourtant il faudrait. Alors maintenant, pour ne pas tuer toute l'intrigue de mon livre et pour vous apporter un autre contenu lors de cette conférence que ce que vous pourriez lire dans Day Walks, je vais vous dévoiler d'autres éléments. On ne va pas parcourir tous les coupables. Il n'y a pas que les écrans, évidemment, il n'y a pas que les journalistes, il y a bien d'autres phénomènes qui sont à l'œuvre dans le wokisme. Alors là, c'est d'autres réflexions qui ne figurent pas dans le livre, d'autres recherches, parce que j'ai continué, parce que ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Je pense qu'on pourrait écrire plusieurs livres sur le sujet. Donc là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, le wokisme n'est pas un phénomène inédit, propre à notre époque, hyper connectée, nourrie par les réseaux sociaux, les universités américaines et les politiques identitaires. Mais à y regarder de plus près, il s'inscrit dans une dynamique bien plus ancienne, celle d'un mouvement révolutionnaire qui change de visage à chaque époque, mais conserve la même mécanique. Prenons un pas de recul. En 1789, la Révolution française ne surgit pas brutalement du chaos, mais fait suite à des décennies de préparation intellectuelle dans les salons, les académies. Des groupes se réunissent, définissent ce qu'est la vertu, réécrivent l'histoire, critiquent les traditions, abolissent les distinctions naturelles au nom du progrès, de l'égalité et de la raison. Et c'est précisément ce que nous retrouvons aujourd'hui sous une autre forme. Le wokisme fonctionne comme une nouvelle machine révolutionnaire. Il produit son propre lexique, désigne ses oppresseurs, légitime sa violence par un discours de justice. Les institutions le relaient, les entreprises le reprennent, les médias le consacrent. Pour faire le lien avec la Révolution, on peut s'intéresser à Auguste Cochin, un historien méconnu dont j'ai récemment entendu parler et qu'il me tarde de lire. Mais il faut, à mon avis, surtout se pencher sur Thomas Sowell, économiste afro-américain qui démonte méthodiquement les illusions de la justice sociale d'État. Il montre que les politiques de discrimination positive, de quotas et de réparation créent plus de dépendance que d'émancipation. Et en prétendant corriger les inégalités, on en produit de nouvelles et parfois plus cruelles car elles sont habillées de vertu. Parce que si on regarde, en 1789, ce ne sont pas les plus justes qui ont triomphé, mais souvent les plus organisés, les plus radicaux. En 1793, il y a eu la terreur. Robespierre et les siens, au nom de la vertu, ont guillotiné des milliers de personnes, y compris d'autres révolutionnaires. En 1794, Robespierre lui-même est guillotiné. La Révolution commence à dévorer ses propres enfants. En 1799, Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État et en 1804, il devient empereur. Retour de la monarchie, mais couronné de laurier cette fois, pas de droit divin. Bref, l'idéal de la justice a été trahi plusieurs fois, récupéré, instrumentalisé. Mais rien ne dure éternellement, les régimes tombent, les idéologies s'effondrent et ce qui semblait inéluctable finit par apparaître pour ce qu'il est, un excès passager, une fièvre politique, une illusion bien habillée. Le wokisme suit un chemin étrangement similaire. Comme tout phénomène insidieux, il n'est pas arrivé en un jour, mais on ne saurait même pas dater exactement sa naissance. Alors pour reprendre les éléments les plus saillants et les plus récents, en 2014, premier safe space dans les universités américaines. Vous pouvez le voir, c'est une pièce qui est aménagée. Alors, quand une personne se sent trop heurtée par ce qu'elle a pu entendre en cours, par les propos d'un camarade, elle peut aller se réfugier. Et c'est bien, il y a des mouchoirs, il y a tout ce qu'il faut pour aller bien pleurer. En 2016, alors qu'on assiste à la première élection de Donald Trump, on observe une montée du discours intersectionnel. 2017, c'est l'année du hashtag MeToo. On pratique la justice médiatique et au diable la présomption d'innocence. 2020 est une année particulièrement importante. Elle marque la mort de George Floyd. Voici Black Lives Matter et l'arrivée des accusations de crimes racistes dans la police, même en Suisse. En 2021, on a eu droit à une explosion des débats sur le genre et des attaques contre les féministes qualifiées de TERF. C'est-à-dire qu'elles parlent de femmes biologiques en excluant les trans, ce qui leur vaut d'être bannies des mouvements féministes. En 2023, le phénomène s'est renforcé. On a assisté à de véritables fractures internes, notamment entre les différentes lettres LGBTQIA+, car une coalition de minorités qui n'ont pas les mêmes motivations ne peut rien donner de bon. Certaines personnes pensent que la solution se trouve outre-Atlantique. Les Américains nous ont plongés dans cette mouise, c'est eux qui vont nous en sortir. Alors, déjà, il faut arrêter de voir les Américains comme les sauveurs du monde. Oui, Bruce Willis a sauvé la planète dans Armageddon. Mais dans la vraie vie, c'est l'Amérique d'abord,
Et après le déluge, il ne faut pas remettre le pouvoir aux autres pour ce que nous pourrions entreprendre nous-mêmes. Qui de mieux pour défendre les intérêts des Suisses que les Suisses eux-mêmes? Néanmoins, quoi qu'on pense de Donald Trump, là n'est pas la question, que la situation va changer aux États-Unis. Plus ou moins vite, ça reste à voir tant le wokisme est quand même bien implanté. Cela va dépendre de l'adhésion des universités qui sont justement un peu le berceau de ce wokisme, de la population aussi des grandes villes situées sur les deux côtes, car de toute façon le centre du pays était moins touché. Et depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a entrepris une série de mesures visant à démanteler les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. Ça, je pense que vous l'avez vu dans les médias, ça fait beaucoup jaser. Il considère que c'est illégal, contraire au principe de mérite. Et donc, les mesures de l'administration Trump sont très claires et commencent déjà à faire leurs effets. Elles ont même des répercussions au-delà du gouvernement fédéral. Plusieurs entreprises privées telles que Google et Disney ont mis fin à leurs initiatives DEI, craignant des répercussions juridiques. Mais ici, je peux déjà vous dire que le changement n'est pas pour tout de suite. Certaines personnes s'imaginent, ah oui, mais bon, si aux États-Unis, ça commence à s'arrêter, ici aussi. Ben non, parce que justement, on diabolise tellement Donald Trump que si lui prend une décision comme ça aux États-Unis, on va faire exactement l'inverse. Parce qu'il est tellement méchant. Ici, on est tellement gentil qu'on va le montrer, on va le prouver. Donc il faudra encore un peu de patience et encore traiter avec ce wokisme pendant quelques temps, d'où la nécessité d'en parler comme ce soir et de s'engager pour essayer de limiter sa progression. Donc le diable incarné, Donald Trump, il ose dire qu'il n'existe que deux genres. Voilà, donc effectivement c'est très grave et il ne faut surtout pas laisser passer ça. Je le répète, à nous d'agir déjà au niveau local. Vous voulez que les choses changent à Genève, mobilisez-vous à Genève. D'ailleurs, à propos de Genève, cela m'amène à une anecdote historique, le cas Bartholomé Tessia. En juin 2013, la ville de Genève a inauguré une plaque en mémoire de Bartholomé Tessia, un adolescent de 15 ans exécuté par noyade en 1566 pour crime d'homosexualité, nous dit-on, alors que c'est un terme qui n'existait pas encore. Son histoire est utilisée pour dénoncer la persécution des minorités sexuelles et lors de l'inauguration de cette plaque sur la place Bel Air, vous avez pu voir dans l'image précédente, eh bien, les autorités genevoises ont évoqué le martyre d'un jeune homosexuel victime de l'intolérance calviniste. Mais que s'est-il réellement passé ? Les archives historiques montrent que Bartholomé Tessia n'a pas été condamné pour son orientation sexuelle, mais pour des tentatives de viol sur deux camarades, dont le futur écrivain Agrippa d'Aubigné. Ces derniers ont déposé donc plainte après avoir subi des avances forcées et des attouchements. Or, dans sa volonté de faire de cet épisode un symbole de l'homophobie historique, Genève a délibérément gommé des éléments cruciaux. La plaque suggère une condamnation arbitraire pour homosexualité alors que le motif était une tentative d'agression sexuelle, un crime puni sévèrement. C'était sévère dans la Genève calviniste et ça n'était absolument pas pour sa sexualité. D'ailleurs, c'était puni qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. En réécrivant l'histoire pour la conformer à son idéologie, la ville de Genève instrumentalise la mémoire et transforme un dossier judiciaire en outil militant. Une façon efficace de bâtir une légende, mais au prix de la vérité. Et il n'y a pas qu'à Genève qu'on a ce genre de choses. Il y a une autre histoire dont j'ai eu connaissance par ma formation en études genre, celle d'une certaine Marie qui a vécu aux Pays-Bas. Elle vivait travestie en homme pour, disait-elle, échapper à la misère et à la prostitution, pouvoir s'engager comme soldat et servir son pays. C'est beau ça, c'est noble. On est bien loin des motivations observées actuellement chez les jeunes gens qui transitionnent de femmes vers hommes. On parle d'une époque où le phénomène de se travestir en homme n'était pas si rare. Rien qu'aux Pays-Bas, on dénombre 120 cas entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. En études genre, on appelle ça le cross-dressing et cela permettait d'échapper à la pauvreté et ou d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme à une époque où le terme d'homosexualité n'existait toujours pas. Et comme tous les sujets dans ce domaine, il est comme une boîte de Pandore, il en ouvre une multitude et soulève bien des questions. Est-ce le même phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui chez les personnes transgenres, une forme de rejet de l'homosexualité qui pousse à se transformer pour devenir hétéro? Ou est-ce un moyen pour les femmes de fuir une condition qui leur semble effrayante? Car oui, être une femme, c'est pas facile, il faut le reconnaître, mais il ne faut pas en avoir peur car c'est aussi un immense pouvoir. Et ça, je pense qu'on a tendance à le sous-estimer. On est en tout cas en droit de se demander s'il ne s'agit pas d'une forme de sexisme
ou d'homophobie déguisée, car selon bon nombre d'études, l'homophobie est fréquente chez les personnes transgenres. Quoi qu'il en soit, on a tendance à revisiter l'histoire sous un prisme qui nous arrange. Dans le cas de Marie, certains historiens suggèrent qu'il pourrait s'agir non pas d'un travestissement d'opportunité, mais d'une forme de transidentité, car elle aurait déclaré être une femme en apparence, mais un homme de nature. Le wokisme réécrit l'histoire, efface les éléments qui le dérangent, censure ce qui ne va pas dans son sens, crucifie ceux qui sont jugés hérétiques de sa religion, veut transformer le monde de force dans une forme de progressisme devenu fou. Alors oui, tout évolue constamment de façon naturelle. Les espèces, la langue, la technologie. Mais là, le rythme que le wokisme nous impose s'apparenterait plutôt à un viol qu'à une mutation naturelle. Alors, si je coupe la queue d'une souris, je ne peux pas dire qu'elle a évolué, qu'elle se serait tout à coup rendue compte que finalement sa queue ne lui servait à rien. C'est soudain, brutal, artificiel et cruel. Alors, quand on vient ensuite nous rabâcher les oreilles avec des complaintes sur les micro-agressions et le harcèlement, il suffit d'une fois, une forme de délire de persécution qui s'apparente à de l'hypocondrie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur le plan sémantique ce qu'on apprend en études genre. On ne naît pas avec un sexe, mais on attrape un sexe, comme une maladie. Si on a constamment peur de tomber malade, on ne vit pas. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, on va prendre soin de notre société et prendre soin de nous justement pour garder une bonne santé physique et psychique avec une bonne cure détox. Et c'est ce que mon approche propose. Car ça suffit d'avoir peur de dire ce qu'on pense au risque de perdre son emploi, froisser ses enfants, recevoir un mauvais commentaire sur Facebook. Sinon, où est passée notre démocratie ? C'est une question qu'on est vraiment en droit de se poser. Alors, moi, ce que je vois, c'est que quand on ose s'exprimer, on a beaucoup de trolls qui viennent justement commenter. Et ce qui fait que les personnes n'osent plus du tout parler, comme nous l'avons évoqué au début de cette conférence. Et nous avons des lois qui protègent les abus. L'appel à la haine figurait au code pénal depuis bien longtemps, mais par la suite, on a eu besoin de préciser que le racisme et toute haine liée à l'orientation sexuelle sont punis. Donc, on le savait déjà. Mais nous n'avons pas voté pour autoriser une discrimination des hommes blancs, par exemple. Alors, il n'est pas question de laisser une minorité l'imposer à tous. Nous vivons une époque où il n'y a pas que notre neutralité qui est menacée, c'est la santé des générations futures, la natalité et toute notre identité. Alors, agissons contre cette pulsion de mort qui s'est emparée de notre société. Et je vais expliquer ce que c'est, parce que la pulsion de mort, c'est un concept psychanalytique qui décrit un désir inconscient de destruction, d'annihilation et de retour à un état inorganique. D'abord appliqué à l'individu, il s'étend aussi aux sociétés. Or, si on suit cette logique, le wokisme en tant que phénomène culturel ne serait-il pas l'expression contemporaine de cette pulsion de mort appliquée à la civilisation occidentale ? La marque du wokisme, c'est la déconstruction. On ne se contente pas de critiquer les inégalités ou de chercher des solutions. Il faut éradiquer les structures en place, qu'elles soient biologiques, comme le sexe, historiques, comme l'héritage culturel ou social, la famille, l'autorité. Ce n'est pas un projet d'amélioration, mais de démolition systématique. On ne répare pas une maison abîmée, on la rase et on mise sur des accessoires en kit achetés sur Temu pour la reconstruire. Bonne chance! Le wokisme ne vise pas un ennemi extérieur, mais l'Occident lui-même. De la cancel culture aux théories racialistes, tout repose sur l'idée que la civilisation occidentale est une tumeur à éradiquer. Alors pourquoi un tel acharnement ? Freud parlait de l'ambivalence des pulsions. L'amour de soi et la haine de soi coexistent. Mais si cette dernière l'emporte, on sombre dans l'auto-sabotage. Le wokisme est cette haine de soi érigée en dogme. On aurait presque envie de leur dire « Si vous voulez vous détester, laissez-nous nous aimer tranquille et laissez-nous vous aimer. » Parce que finalement, les woke, on les aime bien aussi. Ce sont nos voisins, nos amis, nos collègues, nos enfants. Et on ne peut pas les rejeter comme ça. Le wokisme transforme la douleur en statut social. Être une victime, c'est exister. On assiste à une course à la souffrance où chacun cherche à prouver qu'il est le plus opprimé de tous. On valorise les blessures identitaires au point que guérir devient une trahison. Une femme qui se dit féministe, mais qui serait heureuse en couple avec un homme, c'est inadmissible. Un homosexuel qui ne se plaint pas de l'hétéronormativité est un traître. Un individu trans qui ne milite pas pour l'abolition des genres ou autre est un vendu. Dans cette logique, guérir, s'affirmer ou trouver un équilibre, c'est trahir la cause.
La pulsion de mort se manifeste ici par l'entretien d'une blessure collective jamais censée cicatriser. Donc, chez un individu, la pulsion de mort se traduit souvent par des comportements autodestructeurs, et à l'échelle d'une société, cela donne des politiques suicidaires. Je pense au droit à l'autodétermination de l'enfant à l'école. Si vous avez appelé votre fille Aline et qu'elle se sent être Dylan, elle a le droit de se faire appeler ainsi à l'école, même mineure, et sans votre accord. Je pense aux cours d'éducation sexuelle obligatoires, pour lesquels vous n'êtes pas prévenu à l'avance et où on va semer la petite graine du doute dans l'esprit de votre enfant. Tu as le droit de remettre en question ton identité de genre. Je pense globalement à l'éloge de la faiblesse, au déboulonnage des héros nationaux, à la remise en question du mérite, au refus de la légitime défense, à l'abandon de la discipline, à la dissolution des repères biologiques et culturels. Alors, une société qui renonce à sa propre reproduction, physique et symbolique, est une société en phase terminale. Ironie du sort, ce mouvement nihiliste a été capté par le capitalisme. Pourquoi ? Parce que la pulsion de mort est rentable. Un individu heureux est enraciné et donc il consomme peu. Un individu en crise identitaire permanente achète des solutions miracles. Alors déjà des anxiolytiques, et on sait que nos sociétés en consomment beaucoup, de la testostérone, greenwashing, wokewashing, substitut à la viande végane plus cancérigène et plus onéreux, on consomme pour combler le vide de nos êtres. Le wokisme prétend détruire le capitalisme, mais en fait, il en est le carburant. C'est la pulsion de mort monétisée. Alors, est-ce qu'on se laisse suicider ou est-ce qu'on se réveille ? Moi, je ne suis pas là pour vous livrer un discours fataliste et malheureusement, c'est ce que j'ai fait ces dernières minutes. Alors au début, on était dans la légèreté et on riait bien et puis là, on est tombé dans quelque chose de beaucoup plus lourd. Et on retrouve ces deux aspects dans le wokisme. Il y a des choses dont on peut s'amuser et d'autres dont on doit plutôt s'alarmer. Alors, moi, je ne suis pas dans cette optique, ce n'est pas comme ça et à ces fins que j'ai écrit ce livre. Je suis pour une réconciliation là où elle est possible et pour une reprise du pouvoir là où tout a déjà été tenté et en tout cas déjà sur nos vies, celles de nos familles et in fine pour notre pays. La pulsion de mort ne disparaît pas, elle se canalise. Face à un wokisme qui l'alimente, la seule réponse est de réaffirmer ce qui fait vivre transmission, responsabilité, identité. Nous devons tout à nos enfants, y compris le non. Non. Le fait de leur imposer des limites claires, dont celle de s'opposer à la novlangue. Ici, on n'est pas dans la mode du verlan, on est entré dans quelque chose de pire, dans un vocabulaire de la déconstruction, qu'on valide en le laissant exister dans notre foyer. À chaque fois qu'on utilise leur langue, on valide leur grille de lecture. On continue à faire exister le réel, ça c'est important. On ne change pas de sexe, on change d'apparence. Par exemple, l'image est amusante, hein, effectivement. C'est bien justement d'en rire. Je suis contente de vous entendre rire de nouveau, ça fait du bien. Et retrouver justement l'humour, c'est primordial. C'est ça le message. Le rire, c'est la vie. Et on sait qu'un woke offensé est un woke vaincu car ils ne connaissent pas l'autodérision. Au niveau du sens de l'humour, c'est très très faible. Et j'entends souvent des gens se plaindre de ne pas oser parler de ces sujets à leurs amis, de peur de les perdre. Si vous les perdez pour ça, c'est que ce ne sont pas de vrais amis. Et si vraiment, vraiment, vous n'êtes entouré que de woke, alors n'hésitez pas à créer des espaces de discussion non censurés. Ça peut être une association qui organise des conférences sur ce thème, comme la NSH ce soir. Ça peut être d'autres associations peut-être qui vont aussi suivre le mouvement. Ça peut être des associations qui se créent. Je sais que ce soir, dans la salle, il y a une personne justement qui va lancer une association. Il pourra peut-être vous en parler après, pendant la partie qui va suivre cette conférence. Mais c'est bien de pouvoir parler. Un groupe de parole, pourquoi pas, un peu comme les alcooliques anonymes, juste pour ne pas rester seul avec ses doutes dans ce monde fou. Il ne faut pas juste dénoncer et se plaindre, il faut aussi agir. Cela passe par la parole, on l'a dit, mais aussi par le soutien. Soutenir ceux qui prennent des risques, les auteurs, les journalistes, les associations de parents. Selon moi, le wokisme est une maladie de l'esprit, mais vous avez le remède. Voire, vous êtes le remède. Puisque vous avez quelque chose que personne ne pourra vous enlever, du bon sens, de la lucidité et l'envie d'agir. Et la meilleure manière de résister, eh bien, c'est de ne plus jamais vous excuser d'être qui vous êtes.
J'ai construit mon livre Daywalks comme un kit de survie et c'est ce que j'aimerais vous transmettre ce soir. L'importance de rétablir des espaces de débat authentiques, opposer la rigueur intellectuelle aux raccourcis idéologiques, refuser la soumission au chantage moral, réaffirmer le droit à la complexité et à la nuance, encourager l'humour et la satire. La dérision est souvent le meilleur antidote au dogmatisme. Et pour conclure, je me dois de vous expliquer ce qu'est l'image que vous voyez là. Ceux qui connaissent la série South Park ont tout de suite saisi la référence. Ceux qui ne connaissent pas, eh bien South Park est une série américaine, c'est un dessin animé assez simpliste et bourré d'humour. C'est une satire de la société et c'est un peu ma référence. C'est le type d'humour que j'aime, c'est aussi celui que j'ai voulu transmettre dans le livre. Et par exemple, là, cette image, eh bien, c'est un homme qui se retrouve en dauphin. En fait, son fils est un petit garçon juif et on lui dit « Ah non, non, toi tu ne peux pas jouer au basket parce que les juifs ne peuvent pas jouer au basket. » Le truc complètement absurde. Mais alors, il écoute ça et il se dit « Alors, il faut que je me transforme. » Il va chez le chirurgien et le chirurgien dit « Mais oui, bien sûr, je peux vous transformer en grand noir. Comme ça, vous pourrez jouer au basket. » Ouais. Sauf que, en fait, l'opération n'est que cosmétique et ça, il s'en rend compte plus tard. Alors, opération faite du fils, le père est choqué. Il va chez le chirurgien pour le gronder. Il a à ce moment-là un t-shirt avec un dauphin. Le chirurgien dit oh, « Je vois que vous aimez les dauphins. » Et le père « Oui, oui, il se trouve que j'aime les dauphins. Eh bien, vous pouvez en devenir un. » Et on se retrouve avec une horreur pareille comme celle de l'image. Je vous invite à regarder cet épisode. C'est l'épisode 1 de la saison 9 de South Park. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je suis heureuse d'avoir réussi aussi à vous faire rire. J'espère vous avoir sensibilisé un peu plus à ce sujet qui me tient à cœur. Et je suis à disposition pour vos questions ou vos commentaires. Et on peut faire débat ici, il n'y a pas de censure.